mois de juin 40. Leurs pays sont alliés contre l'Allemagne nazie. Churchill craint que la France ne dépose les armes. Le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre, cherche en Grande-Bretagne un appui pour poursuivre la lutte. Une fois Pétain au pouvoir, les jeux sont faits. C'est depuis Londres que de Gaulle appelle à poursuivre le combat. Et c'est Churchill qui lui donne accès aux ondes de la BBC. Tous deux, un seul but, se battre. Cette conjonction d'intérêts explique que les deux plus grands hommes du XXe siècle s'apprécient d'emblée. De Gaulle, exilé et solitaire, sait la valeur de l'aide que lui apporte Churchill. La Grande-Bretagne avance des fonds à la France libre. Elle lui fournit ses premiers moyens matériels. Elle l'aide dans les ralliements de l'Afrique. À tout égard, le Premier ministre britannique est le parrain de la France libre. Les choses vont changer à partir de 1941. La Grande-Bretagne cherche à conserver des relations discrètes avec Vichy. Elle espère aussi jouer des divisions françaises pour prendre pied en Syrie. Tout cela agace de Gaulle. De plus, Churchill subit l'influence croissante de Roosevelt. Or, le président américain est affecté d'une gaullophobie aiguë. Le caractère intransigeant de Gaulle fait le reste. Tenu à l'écart des grandes manœuvres de la guerre, le chef de la France libre s'accroche à plusieurs reprises avec le Premier ministre britannique. Le soutien des Alliés au général Giraud, après le débarquement en Afrique du Nord fin 42, achève de dégrader leurs relations. L'orage éclate. Le chef de la France libre sent qu'on veut l'évincer. Il ne parvient à imposer sa volonté que grâce à son obstination et à son autorité morale. Grâce aussi à l'appui dont il bénéficie en Angleterre, de la part du Parlement, de la presse, de l'opinion publique et même du roi. Il faut attendre les lendemains du débarquement en Normandie pour que la relation entre De Gaulle et Churchill s'apaise. Le 11 novembre 1944, la visite de Churchill à Paris fournit l'occasion d'une émouvante réconciliation. En 1958, de retour au pouvoir, De Gaulle remet à Churchill la croix de la Libération. Quelques années après, il rend visite à l'illustre retraité qui lui dit « Vous êtes le bienvenu chez moi. Jusqu'à la fin de ma vie, vous serez le bienvenu. » Quand il apprend la mort de Churchill en 1965, Charles de Gaulle confie à la reine Élisabeth: « Dans ce grand drame, il fut le plus grand. » El Alamein, dernier verrou possible pour défendre la route du Caire, va être le lieu d'une bataille décisive entre l'Axe et les Alliés. Les Anglais regroupent 200 000 hommes derrière une ligne de défense, la dernière possible avant le Caire. L'ultime offensive sera alliée. À 21h40, le capitaine Messmer note: « Le plus puissant tir d'artillerie que j'ai entendu depuis le début de la guerre illumine le ciel, au nord, et l'emplit de son grondement. L'offensive est générale. » Le général anglais Montgomery lance le gros de ses troupes au nord. Les Français font une efficace diversion au sud. La victoire est incontestable. Les Allemands se replient en Tunisie. Pour le Premier ministre anglais, cela ne fait aucun doute. La victoire a changé de camp. Avant El Alamein, nous n'avons jamais eu de victoire. Après El Alamein, nous n'avons jamais eu de défaite. C'est le tournant de la guerre. Chassé d'Égypte, l'Axe connaît de cuisantes défaites sur les autres fronts. À Midway, en quelques heures d'une rare intensité, les Américains portent un coup d'arrêt à l'expansion japonaise en Asie. En Algérie et au Maroc, jusque-là aux mains de Vichy, les Alliés débarquent. L'Europe est désormais un vol d'oiseau. Sur le front russe, enfin, les Allemands essuient un échec total. Après un siège d'une rare violence, ils renoncent à s'emparer de Stalingrad et fuient devant les Soviétiques. L'affrontement final se profile.
Mais il reste de nombreux combats à livrer. Nous assurons à la nation que sur nos 40 navires de guerre, parmi nos 2000 aviateurs, comme chez les 60 000 soldats que mènent nos jeunes généraux, il n'y a qu'un rêve et qu'une volonté, la libération de la France. Mais Adenauer est né. J'étais préoccupé, car je craignais que la façon de voir de Gaulle ne fût si radicalement différente de la mienne qu'il nous serait, autant dire, impossible de nous entendre. Derrière les murs de la boiserie, Adenauer et De Gaulle discutent en tête à tête. Un vrai coup de foudre qui Après ce moment historique rare, capable de modifier ou d'accélérer le cours du destin, les rencontres suivantes permettront de renforcer leur entente. Adenauer écrira: De Gaulle ne correspondait nullement à l'idée qu'avait pu en donner la presse ces derniers mois. Son allure était jeune et son nationalisme bien moins virulent que celui qu'on lui prêtait habituellement. Je m'étais représenté De Gaulle tout autre que je ne le découvrais. J'étais surpris et le plus agréablement du monde par sa simplicité et son naturel. Et, dans les mémoires de De Gaulle, nous décidons de faire en sorte que nos deux pays établissent ensemble des rapports directs et préférentiels. La réconciliation franco-allemande se traduit très vite dans les faits par la signature du traité de Munich.